Bonsoir, un tutoriel vaguement improvisé sur les fractales et le chaos. Pas trop les fractales, plutôt le chaos et ses notions nécessaires pour pouvoir avancer un petit peu plus dans ce bazar. Je me suis noté ces quelques notions-là. Il va falloir qu'on parle de suite d'itération, de suite itérée donc, ensuite. De déterminisme, de convergence, d'oscillation, de chaos et de divergence, pas vraiment, mais la divergence c'est un petit peu l'opposé de la convergence. Je vais commencer simplement par les suites. Une suite très très simple, on sera sur du niveau mathématique qui se trouve entre le primaire et le collège, on va dire. Et introduire plus des problèmes de vocabulaire et de notation, et pas vraiment de maths. On part d'une suite très simple. 0, 2, 4, 6, 8, vous voyez où ça mène. Et la grande question c'est très exactement où ça mène. On est parti pour aller sur 10. Ce qu'on vient de faire en faisant ça et en devinant 10, c'est que dans notre tête, simplement, on a résolu une fonction itérée. On s'est dit simplement plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. On est parti sur 8 plus 2 égale 10. Et on est content. Comment on note ça de façon un petit peu plus formelle, un petit peu plus mathématique? On peut se dire que... Il faut que j'arrête de faire des x comme ça. Oh non, après tout, rien à foutre. Hop. X égale x plus 2. C'est pas tout à fait correct. Quand on parle de fonctions itérées, avoir une petite notation qui est x n plus 1 égale x n, et dans notre cas, plus 2. Et cette suite qu'on a ici correspond à cette fonction-là. Simplement, le n et le plus 1, le n plus 1 et le n, nous indiquent simplement que la valeur suivante de x dépend de la valeur actuelle de x plus 2 dans cette suite-là. On pourrait aussi se le noter, c'est pas bon en maths de le noter comme ça, mais c'est quelque chose de peut-être un petit peu plus intuitif, c'est que la valeur de x qu'on cherche est égale à la valeur précédente de x plus 2. Le problème, quand on est parti sur quelque chose de ce style-là, c'est que n-1 n'existe pas forcément, on est bien embêté. Donc on va plutôt dire, grosso modo ça revient à la même chose, hein. La prochaine valeur dépend de la valeur actuelle ou la valeur actuelle dépend de la valeur précédente. On est sur le même style de machin. Là, ici, on a notre suite. Là, on a notre fonction itérée. Et on peut déjà cocher suite. Cocher suite.
j'aurais dû me noter ça comme ça. Voilà. Si on reprend, on va partir sur l'itération et les conditions initiales. Si on reprend notre fameuse xn plus 1 égale xn plus 2, qu'on commence avec x0 égale 0, en fait ça pourrait être x0, je sais pas, hop, x égale 0, ça c'est notre condition de départ, notre condition initiale. On démarre notre fonction itérée avec quelque chose, une valeur de départ, qu'on appelle une condition initiale, et dans ce cas-là, donc on la note x0 égale 0, le fait qu'il y ait 0 et 0 ici ne veut rien dire, ça pourrait très bien être x0 égale 2. Donc, vers ça, on prend notre x égale 0, et on démarre. 0 plus 2 égale 2. On prend ça, on le met là, 2 plus 2 égale 4. On prend ça, on le met là, 4 plus 2 égale 6, 8, 10, 12, et cela jusqu'à l'infini. À chaque fois qu'on exécute cette fonction, on procède à une itération. Ce qui nous permet de rayer cette notion de vocabulaire. Simplement, l'itération, ça veut juste dire réexécuter une fonction jusqu'à ad vitam aeternam, on va dire, ou pas. Et on a rayé donc cette notion de vocabulaire. Je crois, j'espère ne pas aller trop vite. Je crois que jusque là, ça devrait pas être bien difficile. On peut prendre une autre suite, hein, si on avait pris xn plus 1 égale xn plus xn fois 2, et bien on serait tombé sur 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, et ainsi de suite. Et à chaque fois, j'itère jusqu'à obtenir, selon la fonction, on va éventuellement tendre vers un résultat. En particulier, celle-là, ou même la x fois 2, en fait, on tend vers l'infini. Et nous voilà à parler de convergence. En fait, si on prend xn-2, eh bien on tendrait vers moins l'infini, convergerait vers moins l'infini. Mais il y a d'autres fonctions qui vont tendre vers 0, d'autres qui vont tendre vers 1, d'autres qui vont tendre sur des valeurs très particulières, ou même qui vont osciller entre deux valeurs. On y viendra, je montrerai des exemples. Le déterminisme. En fait, on parle de déterminisme quand on prend les mêmes paramètres d'une fonction, qu'on l'exécute, on obtient toujours le même résultat. Ça me semble assez évident dans ce cas-là. Ça ne dépend pas de valeurs aléatoires, ça ne dépend pas du passé, ça ne dépend pas de l'heure, de la météo, ça ne dépend de rien d'autre qu'elle-même.
On peut prendre n'importe quelle valeur au milieu de nulle part. On n'est pas obligé de passer comme ça, hein. Je peux prendre x égale 6. Et si je l'exécute, eh ben, je vais tomber sur 8, 10, 12. Exactement la même chose, sauf qu'on a démarré de là. Et ce qui s'est passé avant n'a aucune importance. On est sur du déterminisme. Et pas du tout sur des notions de hasard, ce qui pour l'instant est absolument évident, mais quand on va parler de chaos, ça l'est un petit peu moins. On n'a pas d'inconnu, on n'a pas de jet de dés, on n'est pas sur du casino, par exemple. J'hésite à parler, à introduire la notion de limite. La limite, quand on parle de limite, qui se note... bon allez, juste vraiment rapidement. Que juste manière, si... Est-ce que je fais pas de boulettes? Parce que j'utilise peu ce machin. Je devrais, hein. J'ai un petit Wikipédia qui traîne. Ouais, ben voilà. Vous disait bien. Voilà, c'est simplement une notation qui dit que plus, quand on itère cette fonction à l'infini, en fait on tend vers l'infini. Voilà, bon, c'est une petite notion supplémentaire qui vaut ce qu'elle vaut. Et il faut que j'arrête de dire E. Du coup je dis rien, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Ben je crois... Hop. Je crois qu'on va directement passer à mon exemple. Qui est quelque chose qui n'est pas franchement beau à voir. Mais qui est vachement pratique. Parce que on va avoir de la convergence de l'oscillation du chaos. Spoiler. Là, on a de la convergence. Là, jusqu'à 3,57. On a l'oscillation. Et là, on a du chaos. La suite logistique, ou logistique map en anglais, elle est assez intéressante. La formule est pas jolie à voir. Je vais l'écrire juste manière 2. Mais en fait, on s'en fout de comprendre la notation, de comprendre quoi que ce soit. Faut comprendre ce qui est décrit. Et ça, bien évidemment, je vais en parler. Xn plus 1 égale mu xn 1 moins xn. Mu, c'est une lettre au lieu de lire A, B, C. Bon, des fois il y a les lettres grecques.
Qu'est-ce que ça décrit? C'est une description très simplifiée et erronée, mais bien pratique, de l'évolution d'une population en fonction de son taux de reproduction. Le taux de reproduction, en gros, c'est un couple va procréer et produire un couple. Ce couple-là va procréer, produire un couple, et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, on sera sur l'itération, ça sera des générations, en fait. Donc là on voit bien évidemment que c'est quelque chose de très simplifié, hein, puisqu'il n'y a pas de système social, il n'y a pas de religion, il n'y a pas tout un bordel. Cela dit, mu, c'est notre... Si j'essayais d'écrire... Putain, d'accord. Si j'essayais d'écrire vaguement, correctement, pour voir, juste pour voir si c'est sympa. Voilà. Mu, c'est notre taux de reproduction de notre population. Elle est la même pour l'ensemble de la population. Et c'est ce qu'on a sur cet axe. Et hop, on vire tout ça. Oh non. Voilà. Ici, c'est notre valeur de mu. Ici, c'est la population qu'on obtient. Alors évidemment, on n'a pas des dixièmes de personnes, en fait c'est un ratio, c'est un taux. On peut voir le 1 comme un 100%. Et 100% de la population maximale. 100% et 1, c'est exactement la même chose, hein, 100 divisé par 100 égale 1. Et là on a 50%, et là 0. Et donc on est sur notre résultat, x, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Avec un taux de reproduction inférieur à 1, simplement au bout d'un certain nombre de générations, ou d'itérations, je vais surtout parler d'itérations, la population s'éteint. Si on a un couple qui produit moins d'un couple, au bout d'un moment, il y a de moins en moins de couples, et la population disparaît. On sera sur quelque chose, alors ça dépendra de la valeur exacte, hein, mais on sera sur quelque chose comme ça. Ou peut-être un petit peu plus brutal, ou peut-être quelque chose de linéaire. Mais il y a un moment, on est à 0. Donc là, on est sur la population à un instant t. Et l'axe x, c'est le nombre d'itérations. Avec une valeur supérieure à 1, normalement, on devrait avoir quelque chose qui explose vers l'infini. Ce serait le cas si en fait il n'y avait que cette partie-là. Seulement il y a aussi cette partie-là.
Cette partie-là, en fait, elle introduit une notion de famine. La population ne peut pas exploser, parce que plus la population augmente, c'est ce que ça décrit, hein, cette toute petite formule, plus la population augmente, plus elle meurt. On pourrait le dire aussi qu'en fait, elle meurt avant de se reproduire. Ou alors, de façon un petit peu plus glauque, les enfants meurent avant de se reproduire, ce qui revient exactement la même chose, hein, mais bon, bref. C'est pour cela qu'au lieu d'avoir en fait quelque chose sur notre graphe où on n'a pas quelque chose qui est 0 et puis tout d'un coup population maximale tout le temps, qui en fait serait ça. Hop, je réefface mon bazar. On va avoir une population qui va se stabiliser à une certaine valeur. Elle va converger vers une certaine valeur, et cela quelle que soit sa population initiale. D'un côté, le fait qu'il y ait un taux de reproduction supérieur à 1 fait que la population augmente. De l'autre côté, le fait qu'il y ait le système de famine fait que la population... Alors, on va faire comme ça. Le taux de reproduction fait que ça augmente, le système de famine fait que ça diminue, et on converge vers une valeur, et cette valeur dépend de mu, à savoir le taux de reproduction. Plus le taux de reproduction est élevé, plus on arrive en fait à une valeur stable élevée. Et cela jusqu'à 3. Laissez-moi vérifier. Voilà. Donc inférieur à 1, l'espèce finira par mourir, quelle que soit la population de départ. Entre un taux de reproduction entre 1 et 3, l'effectif de la population se stabilise. C'est pas, on le voit pas sur le graphe, mais en fait on le verrait, on le verrait si on graphait en fait ça. Grosso modo, jusqu'à des valeurs de 2. On a quelque chose qui ressemble à peu près à ça. À partir de 2, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à y avoir une oscillation. Voilà. Par exemple, au lieu d'avoir quelque chose comme ça, on va avoir une oscillation. Or, j'ai pris ça, en fait, j'en sais trop rien, parce que s'il faut, et ça me serait bien plus pratique, on est sur quelque chose comme ça. Donc toujours ici, c'est le nombre d'itérations, et ici, c'est l'effectif de la population. Et plus on va se rapprocher de 3, plus cette oscillation sera importante. En fait, plus ça mettra de temps à se stabiliser. Peut-être qu'au début, ça sera quelque chose de très rapide. Et après, c'est de plus en plus long à se stabiliser.
jusqu'à la valeur fatidique de 3, où là, la population va osciller entre 2 points. Et elle ne se stabilisera pas. On aura quelque chose... Alors je fais des belles courbes, mais en fait, en réalité, on serait plutôt... Oui, mais alors... Voilà, je vais pas me faire chier. Je vais prendre 2 points au pif. Et cela jusqu'à l'infini, à partir de 3, à partir d'un taux de reproduction de 3, ça ne va jamais se stabiliser, ça va rester entre 2 points. Alors, je vais redessiner ici, 3.5. Ensuite, on a une valeur fatidique ici, de 3.57, vers lequel on aura le chaos. Et ça va se stabiliser sur 2 points, mais à partir de... Alors ça pareil, je l'ai noté, de... Alors... Alors il y a des subtilités hein, dans ça, c'est qu'en fait, là ça montre pas la dépendance à la population initiale. Jusque là, jusqu'à des valeurs inférieures à 3, la population initiale importait peu. À partir de 3, ça peut se stabiliser sur l'un ou sur l'autre, ça dépend des conditions initiales. Mais d'une façon... Voilà, si je lis hein, simplement la définition, entre 3 et 3,45 est fini par osciller entre 2 valeurs dépendantes de mu, mais pas de la population initiale. En fait, je pense que c'est ici le 3,45. Oui, c'est bien ici. Entre 3,45 et 3,54, elle finit par aussi entre 4 valeurs. Donc, voilà notre 3,54. Là encore dépendante de mu, mais pas de la population initiale. Et si mu est légèrement plus grand que 3,54, la population finit par osciller entre 8 valeurs. Ah oui, non, 3,54, ah oui, là c'est... Ouais, là après ça devient compliqué. Entre 8 valeurs, puis 16, puis 32, etc. Ça commence à faire des branches et ça oscille entre plus de 2 valeurs. Alors, en gros, à quoi ça ressemble quand ça oscille dans plus de 2 valeurs? Ça reste qu'un exemple. Là, on oscille entre 1, 2, hop, hop, hop. 3, 4 valeurs. C'est un exemple. L'intervalle des valeurs mu, décroît rapidement. Aucun de ces comportements ne dépend de la population initiale. Et peu importe la population de départ, jusqu'à 3,57, peu importe la population de départ, on va tendre vers une de ces valeurs qui dépend du taux de reproduction uniquement. Avant d'entamer, parce que je n'arrête pas de parler de population initiale et de mu, mu surtout parce que c'est là,
Une des définitions d'un système chaotique, c'est que il est peu prévisible et il est très sensible aux conditions initiales. On va parler de prévisibilité. Alors, je vais juste fouiller. Parce que c'est pas le mot que je cherchais, prévisibilité. Prédictibilité et calculabilité. Voilà, c'est plutôt de... Est-ce qu'on est capable de prédire un résultat sans forcément le calculer? Jusqu'à 3,57, on va dire, mais encore plus facilement jusqu'à 3. Oui. En gros, si on connaît... Alors il faut... Si on a pris 2, qu'on a fait le calcul... on fait le calcul, là, il n'y a pas de prévision. D'accord, on arrive à 0,5. Si on change les conditions initiales et qu'on prend une condition initiale proche d'une condition dont on connaît le résultat, donc quelque part dans ces eaux-là, c'est-à-dire quelque part dans ces eaux-là, hop, je l'ai fait un peu large, on va avoir un résultat quelque part dans ces eaux-là. Voilà, en fait, on a un système qui est peu sensible aux conditions initiales, c'est-à-dire peu sensible à cette valeur mu, et que si on change un peu cette condition initiale, le résultat va changer un peu. C'est très simplifié, mais quand on parle de sensibilité aux conditions initiales et de prédictibilité, on est dans quelque chose comme ça. C'est encore plus facile quand on est inférieur à 1, puisque là le résultat est toujours de 0. Et voilà. Par contre, on voit, quand on est jusqu'à, à dire, entre 3 et 3,45, là on a un système qui oscille, mais grosso modo, on est quand même sur la même idée, qui est que sur une valeur quelconque qu'on prend, le résultat sera soit là, soit là, en fonction du nombre d'itérations en fait. Hein. Une fois ça sera là, une fois ça sera là, et en fonction du nombre de générations, on va être soit l'un, soit l'autre. Jamais entre les deux. Hein. Du moins, on parle toujours de convergence. Hein. C'est-à-dire que si on répète à l'infini, on va être soit là, soit là. Mais bien que ça oscille, en gros, pareil, si on change légèrement la condition initiale, finalement, on oscillera toujours sur une valeur proche d'un résultat qu'on connaît. Plus on se rapproche de... Alors 3,57 c'est pas du tout ici, hein, par contre. C'est plutôt par là. Mais déjà 3,45 ça commence à être un petit peu plus sensible. 3,54 là déjà quand on est autour de ces valeurs 3,45, 3,54, on sait plus trop si ça va osciller entre 2 ou entre 4.
Là, l'intervalle est encore plus serré, donc il y a une sensibilité aux conditions initiales encore plus importante. Ça peut être entre 4, 8, mais finalement ça peut très bien être 16, 32, jusqu'à un moment, 3,57, où là il n'y a plus rien. Le moindre petit bout de changement de conditions initiales nous amène à un résultat totalement imprédictible en fait. Hein. On peut pas savoir, on va savoir grosso modo que c'est contenu entre ici et ici. Le système est contenu, il diverge pas vers des valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. D'ailleurs, je viens de citer la divergence, je suis bien content. Et hop, on a aussi parlé d'oscillation, et là on est en plein chaos. Et je me suis coupé dans mon élan. Cela dit, je pense qu'à partir de là, j'ai peut-être commencé à me répéter. Mais voilà, dès qu'on change très légèrement la condition initiale, on peut très bien être ici, on le voit même plus, en fait. On le voit tellement plus qu'on le voit carrément pas. On peut très bien être ici, et puis on augmente d'un milliardième, de milliardième, de milliardième de mu, et on sera là. Ou peut-être là. Enfin, on sera quelque part là-dedans, en fait. Et il n'y a plus de jolies tendances. Et ça converge plus nulle part non plus. Là, jusque-là, on parlait de convergence. À partir de là, on a parlé d'oscillation. Et là, on est dans le plein chaos. Là, j'ai un petit moment de réflexion personnelle. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple chaotique? La météo. D'une certaine façon, si on ignore toute cette histoire de population, de taux de mortalité, de taux de reproduction et compagnie, qu'est-ce qu'on a? On peut parler d'un taux d'erreur. Plutôt que de parler de prédictibilité, on peut aussi le voir comme une espèce de marge d'erreur. On sait qu'on sera, en changeant un petit peu, on sait qu'on sera dans une marge d'erreur qu'on peut être qui est raisonnable. À partir de là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que l'écart est quand même assez violent. On est sur un écart entre 0,5 et 0,8. Enfin, on est à plus de 25% de taux de marge d'erreur. Ça devient un petit peu plus problématique. Et si on parle de prévision météo, en fait, la prévision météo, ça va être des ensembles d'équations très très compliquées, des paramètres n'en plus finir, un système dynamique non linéaire, machin complètement démentiel, avec des paramètres n'en plus finir. L'hygrométrie à un point particulier, la température de l'océan à ce même point particulier, le vent, la température, l'aldébo, les nuages, il pleut pas. Et en fait, quand on essaye de prédire dans le futur, imaginons que ça soit des jours,
jusqu'à... Alors en météo, c'est 4-5 jours. On arrive à prévoir à peu près correctement jusqu'à 4 et 5 jours. Mais la marge d'erreur augmente de plus en plus, parce qu'on arrive à avoir des tendances, mais on est quand même sur un système chaotique. Et il y a un moment, bah, ça va partir en sucette, tout simplement. On est trop dépendant. La météo est trop dépendante de tellement de valeurs et elle peut être tellement sensible à un des... Je sais pas combien de paramètres, mais un des milliers de paramètres peut-être, que il y a certaines valeurs, tout d'un coup, on va... Eh ben, on voulait du soleil, et puis finalement on a de la pluie. On a prédit l'un, manque de bol, on a eu l'autre. Et il y a un moment, ça rime plus à rien. Évidemment, on aura toujours des vagues tendances, mais la météo dans une ville, est-ce qu'il va pleuvoir dans 2 semaines à Toulouse? On est sur du fantasme de savoir s'il va pleuvoir ou pas. On va se dire que il y a des chances qu'il pleuve pas. Éventuellement. Il y a des chances qu'il fasse chaud. Parce qu'on est en été après tout. Mais peut-être qu'il y aura un bel orage. Et en fait, la météo est un système chaotique magnifique. Et finalement, ça montre bien aussi à un moment cette espèce d'augmentation du taux d'erreur qui fait qu'il y a un moment, tout est possible. Enfin, contenu dans, comme on le voit ici, contenu dans certaines limites. Qu'est-ce qu'il y a comme système chaotique connu? Lorentz. Alors, là je vais faire péter Wikipédia s'il vous plaît. Hop. Lorentz. Si on reprend la météo, et ça tombe bien que Lorentz débarque par là. Quand on parle d'effet papillon, pardon, quand on parle d'effet papillon, on parle en fait de sensibilité aux conditions. Et alors je ne sais pas si un papillon au Texas peut réellement provoquer une tornade en Chine. Ce qui est sûr, c'est que s'il peut la provoquer, il peut aussi éventuellement l'arrêter. Peut-être que l'effet sera voilà, amorti. Mais c'est un bel exemple de vulgarisation de systèmes chaotiques et de sensibilité aux conditions initiales. Alors, hop. Bonjour le système de Lorentz. Alors, est-ce que là, il y a une belle page en français? Là, on parle de... Alors, là, je vais faire un... Voyons si j'arrive à le faire. Hop. Toi, tu te barres. Et toi? Oh. Ouais. Hop. Ah, ça marche, c'est magique, notre magnifique attracteur de Lorentz. Alors, la formule est beaucoup plus compliquée.
c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Grosso modo, l'attracteur de Lorentz décrit... je crois que c'est applicable au final à plusieurs choses. Mais c'est... Si on prend une casserole, hop, de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir l'eau en bas, on va avoir un gradient de température. L'eau en bas qui va chauffer. Et en bas, froid, au fur et à mesure que le temps passe. On va réchauffer un petit peu plus. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, comme l'air chaud monte, et l'eau chaude aussi. Et ce qui va se passer, il va se créer un mouvement. L'eau chaude va monter, elle va refroidir, elle va redescendre. Et on aura soit un seul système de convection. Ça marche exactement de la même façon, enfin exactement, façon de parler, mais au niveau conceptuel, avec un lac, du soleil et des nuages qui se forment. L'air chaud monte, l'air chaud descend, éventuellement il peut pleuvoir. Et bon, le cycle de l'eau, etc. pareil, hein, c'est niveau collège. Voilà. Proportionnel à l'intensité du mouvement de convection. En combien d'heures ça va me prendre pour expliquer ça? Je crois que... Mais grosso modo, c'est ce dont parle le système de Lorentz. Et en fait, on est sur un système de phase. Oh là là. Comment je vais pouvoir expliquer ça? Je vais pas pouvoir en fait. Hein. Tiens, voilà, ça parle de météorologie comme... En fait, on a un gradient de température en fonction de comment on chauffe. Lentement ou fortement, on va avoir des variations par rapport à ce gradient. Ensuite, il va y avoir une dynamique. Au début, ça va pas trop bouger. Mais si on commence à monter la température, en fait, il va y avoir un système de convection qui va se mettre en place. On va commencer à dévier de ce joli gradient, puisque à un certain endroit, il y aura l'eau chaude qui sera montée et l'eau froide qui sera descendue. Donc une variation par rapport à ce gradient chaud-froid qui est représenté sur un des axes. L'autre axe en gros c'est la vitesse. Voilà, c'est ça, l'intensité du mouvement, la vitesse. Un autre axe c'est la différence de température entre le courant ascendant et descendant, et alors ça j'en ai pas parlé. Et l'autre, oui, la déviation par rapport au gradient, c'est celui-là, c'est ZT. Proportionnel à l'écart du profil de température vertical par rapport au profil linéaire. Quand je parlais de profil linéaire, c'était ça, chaud en bas, froid en haut. Quand il n'y a aucune convection. Ici, tu as quelque chose qui refroidit, ici tu as quelque chose qui réchauffe, et entre les deux, tu as un gradient. Et en fait, tout ce système de convection
plus on monte à un moment ces déviations par rapport au système linéaire. Voilà. Ces déviations par rapport au profil linéaire vont devenir chaotiques. Mais en fait, on commence à être sur des dérivés de dérivés. Et ça, je ne l'ai pas abordé et je ne l'aborderai pas. Est-ce que j'ai... Ben Mandelbrot. Je suis couillon. Je n'ai pas parlé de Mandelbrot. Alors s'il y a encore des gens qui n'ont pas décroché... Quand j'ai commencé à parler de Mandelbrot, félicitations. Mandelbrot, Zn plus 1 égale... Alors... Z carré n ou Zn carré? Z carré n. En fait, c'est juste que je sais pas comment on l'exprime. Plus c. Autrement dit, en fait, à chaque fois que on va itérer, on va faire z fois z plus c. On part en général toujours avec z égale 0, et c'est notre condition initiale. Le fait est qu'en fait, dès la première itération, à la première itération, z égale c. Je vais le montrer, ce sera bien plus simple. Je vais rezoomer un petit peu plus pour avoir un brush un petit peu plus gros. Hop, faire tout ça. Z égale 0. C égale 2. Et on est sur z carré plus c. Donc on est sur 0 au carré plus 2 égale 2. Hop. 2 au carré plus 2. Lui il change pas. On est sur puisqu'on est c'est lui qui z égale z carré plus c. C'est comme notre il s'est barré haut. C'est comme notre x égale x plus 2. Hein. On a donc 2 au carré 4 plus 2, 6. Au carré plus 2, 6 fois 6, 36, blablabla, 38. Et là, vous êtes bien gentil, mais 38 au carré, ça sera sans moi. Voilà. Parce que ça fait beaucoup. Allez, 1444 plus 2, 1446. Voilà, 2 millions, et 2 millions au carré, on est parti sur... Bref. Hop, j'ai un pinceau. On tend vers l'infini. Et on n'est pas du tout dans... Alors, on n'est pas du tout là, en fait, sur une valeur de 2. On n'est pas dans l'ensemble de Mandelbrot. Partie qui nous intéresse dans l'ensemble de Mandelbrot, c'est toutes les valeurs qui ne tendent pas vers plus ou moins l'infini. Non, vers l'infini,
tout court. Alors comment c'est possible si on prend j'ai fait n'importe quoi, c'est la fête. Z égale 0, toujours. Hop, moins 1. Qu'est-ce que je voulais montrer tout à l'heure? Ah oui, c'est que dès la première itération, on va le voir à nouveau, c'est que Z égale C. Ouais, hop. On va le revoir ici. Puisqu'en fait, à chaque fois, on fait 0 au carré. Bah, il se passe rien. Voilà, on est 0 plus moins 1, 0 moins 1 égale moins 1. Là, par contre, c'est fun. Parce que, alors, hop, ça pour pas s'embrouiller. Moins 1 au carré, ben moins 1 fois moins 1, c'est égal à plus 1. Plus 1, donc on se retrouve avec plus 1, plus 1 moins 1. Pouf, on est retombé sur 0. 0 au carré plus moins 1, ben on l'a fait tout à l'heure. Et comme on est sur un système déterministe, même paramètre, même sortie, et on a quelque chose qui oscille. C'est toujours pas chaotique. Et là, je vais un petit peu décrocher au calcul mental. Ça devient intéressant, en fait, quand on est sur des valeurs de C, qui sont comprises, on va dire, en gros, entre moins 1 et 0. Si on prend moins 0,5, alors, je vais me mettre par ici. Donc toujours un Z égale 0, C égale moins 0,5. On se retrouve à 0 au carré plus moins 0,5, ça fait... Ouais, je vais l'écrire en fait. Hein. Plus moins 0,5 égale fort logiquement moins 0,5. Et là, oh, moins 0,5. Pourquoi il ne me prend pas ce... Bon, ben voilà, moins 0,5. Au carré. Donc toujours une valeur négative au carré. Ça on tombe sur une valeur positive. Égale. Pourquoi il me fait un gros pâté? 0,25 plus moins 0,2. 0,25 moins 0,2 égale 0,05. Oui, c'est ça. Hein. Alors, la grande question, c'est pourquoi j'ai mis 0,2 alors que c'est 0,5. Je ne sais pas. Du coup, 0,25 moins 0,5 égale moins 0,25. Je vais m'effacer cette petite simplification. Enfin,
Donc pareil, hein, moins 0,25 au carré. Me saouler cette calculette. Attends. Ah, voilà. Moins 0... Eh ben dégage. Moins 0,25 au carré égale 0,0625. 0. Alors plus moins 0,5, hein, on va pas se faire chier, on va dire moins 0,5 à chaque fois. Moins 0,4375. Ah, il aime pas du tout les tab. Hop, on se reprend ça au carré. Moins 0,5. On est sur moins 0,3 blablabla. Au carré, moins 0,5. 0,4 blablabla. Au carré, moins 0,5. Allez, arrête de faire chier. D'accord. Au carré, moins 0,5. 0,38. Au carré, moins 0,5. 0,35. 0,37. Non, on va commencer en fait à tourner. Et en fait faire... si on était à 2 dimensions, alors lui... Putain, sur le tab. On commencerait à tourner autour d'une certaine valeur. Mais, me diriez-vous, comment on fait des jolis fractales à partir de quelque chose d'aussi simple, et puis qu'après tout, bah à chaque fois j'ai qu'une seule valeur. Alors la difficulté de la fractale de Mandelbrot, c'est qu'elle est sur un plan complexe, avec des nombres imaginaires. À chaque fois on dit oui, ben le carré d'un nombre négatif est toujours positif. Du coup, quelque chose comme racine de moins 1, ben ça devrait pas exister. On n'a aucun carré qui donne un nombre négatif. Carré d'un nombre positif est positif, carré d'un nombre négatif est positif, carré de 0 c'est 0, et basta. Avec les nombres imaginaires, si. Et en fait, la jolie fractale de Mandelbrot qui ressemble, alors quelque part ici on a une cardioïde, quelque part ici on a un attracteur, on en a un autre, après, hop, on a un nouveau pâté ici, ici on a un bulbe ici on a un bulbe ici. En fait, ici, on est sur le plan réel, le X, et là, sur le plan imaginaire. Et nous voilà bien emmerdés parce que je n'ai absolument pas envie de décrire les nombres complexes. Mais en gros, un nombre complexe est composé de deux nombres, de deux parties. Une partie réelle, une partie imaginaire. Et du coup, comme on a deux nombres, on peut faire un joli graphe en 2 dimensions.
Et tout ce qui est... Je vais prendre... Mandelbrot. Merci bien. Ben voilà. Lui. Hop, on va partir en rouge. Donc en fait là on a notre axe ici et le 0. Putain, j'ai un trou. Je crois que le 0 est par là. J'ai pas un autre exemple qui me montre. Tiens. Eh ben raté. Hop. Comme j'en parlais tout à l'heure, ici on a notre axe réel, notre axe imaginaire. Ici on a 0, 0. Ici on a moins 1, 0. Ici moins 2, 0. Là on a 0, 1, alors c'est pas des virgules, hein, c'est à chaque fois, ben, le premier c'est la partie réelle, le deuxième c'est la partie imaginaire, il faudrait l'écrire J plus B, oh, je sais plus, tiens. Et en fait, tout ce qui est en blanc, c'est typiquement tout à l'heure on avait pris 1, oui, et on a vu que ça divergeait vers l'infini. Et en fait tout ce qui est en blanc ce sont toutes les tout ce qui diverge vers l'infini en fait. Tous les... Comment expliquer ça? En fait, à chaque fois, on va décrire une condition initiale. Ce point-là, c'est un ensemble de conditions initiales, avec z égale 0, enfin, égale ça. Là, on itère, comme un barbare. On a le point qui va se balader, et qui va jamais sortir, qui va jamais s'échapper. Alors qu'un point qui sera là, il va peut-être tourner un petit peu, mais il y a un moment, en fait, il va s'échapper d'un cercle de 2. S'il sort du 2, on sait que ça se barre vers l'infini. Tout ce qui est en noir, on sait que ça reste alors soit que ça oscille, typiquement on l'a vu avec ce point là tout à l'heure, où en fait c'est comme on avait une partie imaginaire à 0, puisqu'on prenait en compte que la partie réelle. Le point il faisait ça, 1 0 1 0 1 0 1 0, il se barrait jamais. Tout à l'heure on a pris moins 0,5 quelque part par là, et ben il se baladait dans ces eaux là, il se baladait ouais, vers moins 3, et en fait si on l'avait fait, ce que absolument hors de question de faire à la main, c'est possible hein, mais bon,
Comme je montrais l'exemple tout à l'heure, si on est fait en 2 dimensions, ça tournerait. C'est en fait, effectivement, le machin, il se baladerait. Alors, c'est très mauvais ce que j'ai fait. En fait, il ferait plutôt quelque chose comme ça. Et tous les jolis fractales, alors en fait, tout ce qui est à l'intérieur, c'est chiant. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est majoritairement chiant. Tout ce qui nous intéresse, hop, on reprend, voilà, ça c'est à l'intérieur. Il se passe rien. Ça tourne, on s'en branle. Là, c'est parti, là où il n'y a rien. Ça se barre vers l'infini, sans intérêt. Mais toutes les frontières, où on est à la limite, comme on le voyait sur la suite logistique, où on est à les limites entre je suis chaotique, enfin je suis dedans, je suis dedans, je suis dehors. C'est là qui fait toute la beauté des fractales. En fait, c'est toute la zone frontière. Tout ce que voilà, juste ce tout petit bout qu'on voit autour, avec quelques branches. Bah voilà. Merci Wikipédia. Et une des particularités, c'est ce qui définit un petit peu les fractales, c'est l'autosimilarité. C'est-à-dire que dans une fractale, quand on l'explore, on va retrouver des bouts d'elle-même contenus dans elle-même, enfin dans sa frontière entre autres. Enfin, entre autres non, dans sa frontière. Et la fractale de Mandelbrot est d'autant plus magnifique que qu'en fait on peut zoomer à l'infini, explorer. Alors comme c'est auto-similaire, évidemment, on peut éventuellement vite se faire chier parce qu'on retrouve globalement tout le temps la même chose. Si y en a, ça commence à spirale, et puis on peut partir dans une spirale à n'en plus finir. Voilà. Voilà, je sais pas trop à quoi il joue. Mais toujours un là... Hop, trop tard. Et voilà, ben là il va zoomer sur une extrémité. Et voilà. Donc à cause de ce problème d'autosimilarité, ça peut devenir chiant. Là il zoome à un nombre complètement débile, hein, puisque c'est 2.1 et 275 zéros derrière. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Voilà, sur ce, j'espère avoir fait une introduction pas trop chiante. J'espère que j'ai pas dit toutes les 30 secondes. Parce que c'est super chiant, quelqu'un qui hésite tout le temps, qui fait Bon ben, on va prier pour que je ne l'ai pas fait. Pour que le son soit potable. Et puis si vous avez des questions, eh ben, les questions me permettront de faire d'autres vidéos.
Et s'il n'y en a pas, bah, ça me dérange pas. Moi, si j'ai pas besoin de faire d'autres vidéos, c'est nickel. Je parlerai d'autre chose. Et sinon, bah, faites péter.